Marine Tondelier, bonsoir. Vous avez participé à cette réunion cet après-midi. À quoi a-t-elle servi? Je pense que déjà, c'est une avancée que dans une crise institutionnelle, une crise politique, une crise démocratique comme le connaît la France actuellement, et alors que les Français commencent à s'inquiéter de ce qui va se passer à partir du 31 décembre, les forces politiques républicaines de ce pays soient capables de se mettre autour de la table pour confronter leur point de vue, comprendre où ça bloque et essayer de trouver une méthode. Et pas les insoumis, vos partenaires, ils sont quand même... Ça fait partie des forces républicaines? Je les considère, oui, dans le camp républicain. C'est eux qui ont décidé de ne pas venir pour des raisons, pour être tout à fait sincère, que je peux comprendre. Voilà. Donc, on se retrouve dans cette pièce où nous, ce que nous déclarons en arrivant... même à la presse avant de rentrer, c'est, écoutez, apparemment, tout le monde doit faire des compromis. Nous sommes venus voir quel compromis le camp macroniste est prêt à faire parce qu'on voyait pas bien. Et qu'on voit bien que même quand ils perdent les élections, ils remettent. Alors le président, il reste, tout ça, ok. Mais il faut garder le Premier ministre, garder le cap politique, alors que les Français ont quand même demandé une alternance. Est-ce qu'il y a des compromis? Est-ce que le bloc central a fait un pas? Aucun compromis, aucune concession. Alors, plusieurs fois, ils ont dit on n'a pas de ligne rouge, mais évidemment que dans les interventions étaient formulées des choses qui n'appelaient pas ligne rouge, mais qui en étaient. Quoi, par exemple? Le fait que sur les retraites, le fait qu'il n'y ait pas d'insoumis, etc. Donc c'est ce que j'appelle... De toute façon, les insoumis, vous ne voudrez pas participer à ce type de gouvernement. C'est une ligne rouge. Oui. Et puis, ce que moi je souhaite dire, c'est que nous, les socialistes, les écologistes et les communistes, nous sommes venus dans un état d'esprit constructif, pas pour brader notre programme, nos idéaux, nos valeurs et les gens que nous défendons, évidemment, mais pour proposer un chemin. Et on a fait une proposition assez forte, je trouve, qu'on a mis sur la table, tous, c'est de dire si vous nous appelez à gouverner, parce que oui, on ne renoncera pas en fait à demander un Premier ministre issu du nouveau Front populaire pour mettre en œuvre notre programme, on prend un engagement. Ce gouvernement n'aura pas recours au 49.3. Alors on peut trouver que c'est un détail institutionnel, mais moi je pense que les Français, même ceux qui suivent la politique de loin, ont tous très bien compris ce que ça voulait dire le 49.3, parce que tous ceux qui ont fait les manifs contre les retraites, qui voulaient pas que ça passe, ils ont appris au moment où c'était déclenché que 49.3, ça voulait dire que même quand un texte pouvait pas passer à l'Assemblée nationale, il pouvait passer quand même en force. C'est peut-être un artifice, parce que de toute manière, si vous déposiez un 49.3, il y aurait une majorité pour vous censurer. Non mais nous, ce que nous demandons, oui, mais ce que je trouve intéressant... Ce que je trouve intéressant... C'est habile, mais c'est un artifice. Ce que je trouve intéressant en renonçant au 49.3, c'est qu'en fait, on s'engage à faire vivre la démocratie parlementaire. C'est-à-dire à aller chercher, texte par texte, comme nous l'avions dit, des accords. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire, pour les gens qui auraient peur de voir le NFP au pouvoir, mais on sera... Donc on repart sur des mois de discussion sur le budget. Non, je ne pense pas. Le nom que vous proposez, c'est... on ne propose pas de nom. Pas de nom. Parce que tout à l'heure, votre collègue Benjamin Lucas, qui est député écologiste, disait Lucie Casset. Non, mais si on nous demande un nom, vous savez quelle réponse je vais vous faire. Effectivement, Lucie Castet qui coche beaucoup de cases et qui vraiment, sa rencontre avec les Français s'est bien passée. Mais vous savez, quand on a vu le président de la République, il nous a pas dit j'ai pas nommé Lucie Castet parce qu'elle n'avait pas les compétences, parce qu'elle cochait pas telle ou telle case. Il a dit je ne la nomme pas parce que mon camp la censurerait. Donc voilà, c'est pas un truc que personne. Alors Daniel Fasquelle, que les députés macronistes y soient prêts et tout va bien. Vous voyez, on a Daniel Fasquelle, on va voir. Donc ça c'est le point de vue, c'est ce que vous retenez de la réunion. Daniel Fasquelle, pour les LR, vous étiez présent à cette réunion. Alors vous, que retenez-vous? Nous, notre position, elle est claire, elle est responsable depuis le départ. Nous avons participé au gouvernement de Michel Barnier, avec d'ailleurs d'excellents ministres qui ont fait du très bon travail au service des Français. Je pense par exemple à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ou Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Donc nous sommes prêts évidemment à soutenir et à participer à un prochain gouvernement. Avec un Premier ministre de gauche? À deux conditions, qu'il n'y ait pas de ministre LFI, très clairement, et qu'il ne s'agisse pas d'appliquer le programme UNFP. Et si c'est un Premier ministre de gauche? Je vous l'ai dit, les deux lignes rouges qui ont été rappelées par Laurent Wauquiez, notamment cet après-midi à l'Élysée, c'est pas de ministre LFI et pas d'application du programme. D'accord, donc ça peut être un Premier ministre de voilà. gauche, parce que c'est pas une ligne rouge. À partir de là, c'est deux lignes rouges qu'on assume parfaitement. Mais moi, je voudrais soulever l'ambiguïté. C'est pour qu'on comprenne. Mais notre position n'a pas changé depuis. Bernard Cazeneuve, par exemple, ça pourrait être compatible. À la différence d'autres, nous n'avons pas changé de ligne depuis le mois de juillet. Nous ne voulons pas, évidemment, soutenir un gouvernement dans lequel il y aurait des ministres LFI, et nous ne soutiendrons pas un gouvernement qui appliquerait le programme du nouveau Front populaire. Les choses sont claires. Pour le reste... Sinon, c'est la censure? C'est la censure? C'est évidemment la censure s'il y a des ministres LFI dans un gouvernement, ou si c'est un gouvernement qui applique le programme du nouveau Front populaire. C'est évidemment censure.
si ces 2 lignes rouges ne sont pas franchies, on regarde. Oui, mais alors quel programme? Parce que si c'est pas le programme de la gauche, je voulais demander un premier ministre de gauche qui n'applique pas un programme politique de gauche, je ne comprends pas là. Nous verrons ensuite qui est nommé Premier ministre, et c'est ce Premier ministre qui sera en charge bien de trouver des points de compromis et de composer un gouvernement. C'est pas avec le président de la République qu'on avait à discuter cet après-midi de ce genre de choses, parce que ça n'est pas de sa compétence dans la Constitution, c'est la compétence du prochain Premier ministre, donc que chaque chose soit mise à leur place. Mais moi, je voudrais soulever l'ambiguïté du bloc Nouveau Front Populaire, parce que vous acceptez de venir à l'Élysée sans LFI, mais maintenant, vous nous dites, et c'est peut-être pas très clair cet après-midi, que finalement, vous restez sur la même ligne, c'est Lucie Castet. Le programme du Nouveau Front Populaire. Laissez-moi terminer. Le programme du Nouveau Front Populaire. Non, mais attendez, la réunion cet après-midi n'a de sens, et les choses n'ont évolué que s'il y a un bloc, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, hors RN et hors LFI. Donc ça veut dire que si les socialistes, les écologistes et les communistes n'acceptent pas de se détacher de LFI et de participer à un bloc au moins qui ne voterait pas la censure, c'est de la réunion cet après-midi n'a servi à rien. Donc avec vous aussi, on est d'accord. Hein. Bien évidemment. En fait, c'est un pacte de non-censure qu'il faut mettre en place. Mais alors, il peut y avoir un pacte de gouvernement, mais il peut aussi y avoir un pacte de non-censure. Laurent Wauquiez ne croit pas au pacte de gouvernement. L'objectif, non, nous non plus d'ailleurs, nous ne souhaitons pas, ni d'ailleurs le président de la République, un gouvernement d'union nationale. Mais simplement pour terminer sur ce point, nous souhaitons qu'il y ait une stabilité dans ce pays, et pour qu'il y ait une stabilité dans ce pays, il faut qu'il y ait une majorité. Cette majorité, elle existe pour la non-censure, mais à la condition que les communistes... On a bien compris que la gauche se détache de la gauche, clarifie enfin sa position, parce que c'est quand même... Vous avez mêlé vos voix avec les voix du Rassemblement national pour censurer le gouvernement de Michel Barnier. Voilà. Ils ont décidé de venir soutenir la motion de censure convaincus par le test que nous avions rédigé. Vous nous donnez des leçons matin, midi et soir, mais vous n'hésitez pas à mêler vos voix au Rassemblement national. Attendez, comment Michel Barnier. Où ça dérape? Non, ça dérape pas du tout. Ça vous plaît pas qu'on vous rappelle certaines vérités? C'est pour ça que je voulais pas que les Républicains soient à la Réunion, vous voyez. Ah bon, bah alors, en fait, vous excluez, à vous. Les forces républicaines se rétrécissent de jour en jour. Je voulais une réunion dans le cadre du Front républicain auquel le Parti républicain n'a pas participé. Et je ne prends pas de leçons morales de vous sur rien et surtout pas sur le RN. Et par ailleurs... Alors, on va laisser parler tout le monde. Non, mais parce que j'ai vous avez créé la situation dans laquelle nous sommes en censurant le gouvernement avec le RN. Constructif, mais vous ne bougez de rien sur rien. Des comptes de l'image, je rappelle, mais... Non, on n'entend plus rien. Prisca Thévenot. Le camp macroniste dans la situation de dépend du Rassemblement national. Ils ne veulent plus. Je vais les laisser terminer. Prisca Thévenot, vous n'étiez pas à la réunion, mais vous avez sans doute eu un compte-rendu de ce qui était Gabriel Attal. C'était beaucoup plus paisible que les plateaux de BFM TV. Ça laisse augurer de ce qui peut se passer si vous êtes ensemble. On ne sera pas ensemble au gouvernement. Ah ben voilà, donc c'est fini, c'est plié. On peut terminer plus tôt, remarquez. Je l'ai dit avant-hier, hier, je leur dirai ce soir. On peut juste parler avant de partir. Alors, Prisca Thévenot. Non, mais en fait, je suis en train de me dire, en souriant, mais pas très réellement, en fait, l'image qu'on est en train de donner de la classe politique, là. Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, là, on est effectivement sur un plateau. Dites-le au président de la République. Non, mais attendez, les Français sont aussi divisés que nous. Je vais vous dire, Madame Tondelier, je vous ai vraiment écouté patiemment, et je pense que c'est important aussi de pouvoir s'écouter les uns les autres, parce qu'on va être amenés à travailler ensemble, et je le souhaite. C'est mal parti. Vous n'avez pas envie, mais je vais vous le dire aussi de façon très claire, et peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'Assemblée nationale, oui, j'ai pu travailler avec des députés du Parti socialiste, avec des députés écologistes sur un sujet qui vous tient à cœur, j'en suis sûre, c'est la santé des femmes. Et on a réussi à avancer concrètement. Et je suis sûre qu'en prenant sujet par sujet, sans se renier, et c'est important, sans se renier, on pourra continuer à avancer. Sur le sujet de la répartition de la valeur et du pouvoir d'achat, c'est un sujet que vous portez, c'est un sujet que nous portons et nous sommes nombreux à le porter. Est-ce qu'on ne peut pas regarder sujet par sujet et les regarder sans commencer à dire l'ISF climatique, la taxation des super... Il faut un budget. C'est moins consensuel le budget. Madame Tondelier, on peut s'amuser à s'envoyer de la punch comme ça, etc. et de l'invective, ça sert à rien, ça fait pas avancer le débat pour les Français. Et je vais vous le dire honnêtement, ça rassure rien. Eh ben voilà, parlons, comme on l'a fait sur la santé des femmes avec des députés de chez vous et des députés socialistes, parlons du pouvoir d'achat. Sur le sujet du narcotrafic, on peut trouver des points d'entente. Tout le monde a envie d'en finir avec ce sujet qui pèse partout dans nos villes. Je pense chez vous dans le Nord on est dans aussi. du en même temps, mais ça n'a pas fonctionné le en même temps. C'est pas du en même temps, c'est la vie des Français. Je suis désolée, arrêtons avec ces petits mots qui font peut-être plaisir sur les plateaux télé, mais qui ne changent rien à la vie des Français. On est à la fin décembre, on doit trouver une solution pour début janvier pour le budget, avec un certain nombre d'enjeux. Ça n'a rien à voir avec la santé des femmes et le narcotrafic. Là, c'est un budget. Excusez-moi, c'est aussi important. Non, mais c'est un budget qu'il faut trouver. Mais vous savez, le sujet de la santé des femmes et le narcotrafic. C'est très important. On paye comment? Aujourd'hui, il faut trouver un budget avant. Je vais juste essayer de finir ma phrase. On finance comment ces politiques publiques? Oui. Par un budget, en fait.
Ah ben voilà. Bah, c'est le budget. Visiblement, Mais vous n'êtes sauf pas que d'accord Madame entre Thévenot, vous. vous éludez les sujets compliqués, c'est-à-dire de quel bord va être issu le Premier ministre et pour mener quelle politique. Si c'est pour nous prendre 2-3 exemples dans toute votre vie parlementaire pour nous démontrer qu'en fait ça peut marcher avec un Premier ministre de votre camp qui continue la politique de votre camp, alors vous avez perdu les élections. Ne considérez pas que ce sont des petits sujets que je viens de vous donner, notamment quand on est féministe. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce sont des petits sujets. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous arriver encore comme au mois de juillet en disant la même chose, c'est je suis prête à travailler avec tout le monde, mais tout le monde c'est moi et moi-même. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est ce que vous faites dans les faits, Madame Thévenot. Mais non, la preuve, regardez, depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous êtes en train de vous envoyer des lignes rouges et je vous explique qu'il y a certains sujets sur lesquels on doit pouvoir se retrouver. Et bien ça, on doit pouvoir aussi rassurer les Françaises et les Français qui nous regardent aujourd'hui. Quoi comme périmètre de Premier ministre et comme périmètre de travail à l'Assemblée? Avant de parler d'un périmètre de Premier ministre, et c'est justement ça la réunion d'aujourd'hui, à laquelle je n'ai pas assisté, mais à laquelle vous y étiez, c'était pas de parler d'un casting, mais de parler des idées. Non. C'était de parler de la méthode pour que le président de la République nomme un Premier ministre qui conduise la discussion. Madame Et donc le Premier ministre sera nommé avant que nous parlions du fond. Pas d'un nom, Madame Tondelier. Vous avez raison. Par le président de la République. Vous avez raison. Et donc pas d'un nom. Monsieur Fasquet, Madame Thévenot, s'il vous plaît, avant d'écouter Mathieu Vallée pour le Rassemblement national. Juste une chose. C'est fatigant cette volonté d'avoir raison par-dessus tout. Madame Thévenot, s'il vous plaît, quel que soit le Premier ministre qui arrivera à l'hôtel de Matignon, il devra faire avec la même assemblée celle que l'on a en ce moment, morcelée, tripartite, puisque, et vous pourrez peut-être confirmer, Emmanuel Macron a dit au chef de parti sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale d'ici 2027. Donc, il a dit que c'était son souhait. D'accord. Donc il faudra faire avec. S'agissant du périmètre, les choses sont claires. Si effectivement il y a un accord de non-censure sur le périmètre qui va de LR aux écologistes, socialistes et communistes, ça tient sans LFI et sans le RN. Et c'est là où il faut absolument, Mme Tondelier, je vous le dis très calmement et très gentiment, que vous clarifiez votre position. Gentil, monsieur Fasquet, que vous clarifiez votre position. Alors, ce qu'on comprend bien, la position est ambiguë et c'est tout le problème. Alors non, ne relancez pas, s'il vous plaît. On avance. Mathieu Vallée, ce qu'on comprend bien, en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron veut moins dépendre de vous, ne veut plus revivre ce qu'il a vécu avec Michel Barnier. Marine Le Pen, finalement, pouvait à tout moment défaire le gouvernement Barnier. C'est ce qu'elle a décidé de faire à un moment donné. Et donc c'est pour ça qu'il veut que Marine Le Pen soit hors jeu. Est-ce que vous le ressentez comme ça? C'est un beau surnom. Marine Le Pen, Marine hors jeu. Surtout face à une femme contre laquelle vous n'avez jamais gagné, même si vous êtes mais en qui grande porte forme. Un très beau prénom, c'est sa seule qualité. Très bien. Et dans les habitants d'Hénin-Beaumont, on fait le choix de la vraie Marine et pas la copie qui est mal faite. Mais simplement, bonsoir. Très simplement, pour Emmanuel Macron, les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, c'est des tocards en fait. J'ai l'impression qu'on est des parias. Je pense pas avoir une maladie ou être un pouilleux pour ne pas être... Vous auriez voulu participer à cette réunion? Non, parce que... Ah bon, bah voilà alors. Non mais ça m'en touche une sans bouger l'autre, parce que je vais vous dire, honnêtement, quand je vois ce qui se décide et ce qui se discute, cette fameuse phrase de Jacques Chirac, il n'y a pas grand-chose à y gagner. Simplement, on a 11 millions d'électeurs, on avait mis des lignes rouges constantes depuis le début, et la réalité, c'est que s'il veut une Assemblée nationale qui soit constructive avec des Français qui hier soir, j'ai regardé votre antenne, en ont marre de la tambouille électorale. Peut-être que M. Macron pourra faire Masterchef, parce qu'à force de faire des alliances avec les insoumis, plus les écologistes, plus les insoumis, plus les communistes, il va en perdre son latin. Nous, on est droit dans nos chaussures avec nos électeurs, on les défend, c'est tout ce qui compte, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité. Oui, mais là, vous êtes hors jeu. On n'est pas hors jeu. Le jeu, c'est dans... Autant Michel Barnier, on vous avait demandé quasiment votre accord, là, vous êtes hors jeu. Emmanuel Macron veut se passer de vous. Monsieur Truchot, vous avez un front anti-républicain qui s'est appelé Front Populaire et qui va devenir un front impopulaire parce qu'ils sont en train de trahir leurs valeurs pour mendier des miettes du pouvoir auprès de monsieur Macron que vous avez combattu. Alors, Mme Tondelier, non, je suis pas un menteur, on peut ne pas être d'accord en démocratie sans vous insulter de menteur. Après, ils ne veulent pas gouverner ensemble. Je termine juste, Mme Tondelier, vous m'interpellez, Mme Tondelier. Je trouve que vous avez repris du poil de la bête, je suis content pour vous parce que aux européennes, vous avez fait 5,5, aux législatives, vous avez fait 6,5. Donc pour quelqu'un qui représente pas grand monde et qui est méprisant vis-à-vis du Rassemblement national, mais ce que vous faites là n'est pas méprisant, vous avez raison, monsieur. Madame, m'en voulez pas que les électeurs majoritairement... On a envie de passer la soirée avec vous et d'en savoir plus. Moi, j'ai pas du tout envie de passer la soirée avec une dame qui a jamais gagné contre Steve Briouat à Hénin-Beaumont, ni contre Marine Le Pen à la députation. Bah oui, il est de mon parti, puis il a amélioré le cadre de vie que vos alliés communistes avaient pillé et avaient détruit. Le respect démocratique, ça le connaît, comment, madame, en 2020 il a été élu tout de suite, ça vous gêne. On parlait du gouvernement et de l'avenir des Français, mais... Ah bah, monsieur Briouat, il s'occupe pas de l'avenir de ses habitants.
Vous n'êtes pas contre la Du démocratie passé et du locale. futur, c'est Donc pas là, on est sur un débat d'Hénin Beaumont, c'est intéressant. Mais... Gagner une élection, un jour, ça Et vous fera ben du voilà bien. pourquoi ils n'étaient pas à La Réunion. Donc, Et si on peut oui, en reparler de parce ce que qu'on nous, s'est dit, on ce troque serait pas pas nos mal. valeurs. Mais juste une dernière question à tous ces gens du plateau. Madame Thévenot, parce qu'il n'y en a pas pour vous, vous inquiétez pas. Madame Thévenot qui dit qu'elle veut lutter contre le narcotrafic, ça va être difficile de travailler dans un gouvernement. Vous avez des écologistes et vous avez des insoumis qui disent qu'il y a des violences policières. C'est dur de soutenir des policiers qui font face à des kalachnikovs, à des blessés. C'est pas en censurant le gouvernement quand on le parce que budget qu'on y arrivera votre budget, mieux, vous baissiez les crédits de la police judiciaire qui permet de lutter contre le narcotrafiquant. Je vous ai laissé parler, laissez-moi finir, ça vous gêne. Pendant 7 ans, vous avez un tel bilan qu'à Marseille, l'année dernière, il y a eu 52 morts. Voilà, donc c'est un beau bilan, dis donc. Donnez-leur un budget à vos collègues. Donnez-leur un budget à vos anciens collègues. Bien sûr, et là, pour je vais même plus loin, madame. Nous, non seulement, contrairement à vous, je peux terminer, contrairement à vous, on ne veut pas recruter 0 policiers en 2025. On veut en recruter 5000. Contrairement à vous, avec l'argent qu'on économisera, par exemple, sur l'immigration, avec des niches fiscales. Mais madame, je sais que vous étiez absente des débats avec votre groupe. Ah non, j'étais bien présente. Non, mais pas vous. J'étais bien présente. Il n'y a pas Thévenot dans le monde. Mais votre groupe n'était pas présent et n'a pas brillé par son excellence lors des débats. Mathieu Vallet, si vous interpellez, il faut laisser les réponses. C'est un monologue là, c'est pas un rassemblement. Je me suis tué pendant 20 minutes. Ne taxez pas de monologue quand même. Alors, À David chaque fois que vous Revaux. parlez, on comprend pourquoi on a fait barrage pour que vous David soyez pas Revaux, d'accord. David Revaux d'Allonne. Vous À Mognette-Alaïa, on a quand même du mal à fier, comprendre à quoi a servi cette réunion. Précisément, puisqu'on voit bien que la gauche dit toujours nous, on veut un Premier ministre de gauche et une politique de gauche. La droite dit non, nous, on veut peut-être même un Premier ministre de gauche, mais enfin, surtout pas une politique de gauche. Donc finalement, pour l'instant, on n'a pas vraiment avancé. On voit avec l'ambiance qu'il y a sur ce plateau que ça va être un petit peu compliqué. Je ne veux pas casser totalement cette ambiance à mon tour, mais moi, je ne suis pas acteur politique, je suis analyste, commentateur. Je constate quand même qu'il y a eu un tout petit bouger. Je vais apporter un bémol immédiatement, mais incontestablement, le fait que les socialistes expliquent que ils peuvent renoncer à la motion de censure si d'aventure le gouvernement renonçait au 49.3. Il y a incontestablement des petites avancées. Je parle vraiment de ceux qui étaient aujourd'hui à l'Élysée, puisque le Rassemblement national et LFI n'en faisaient pas partie. Après, on pourra en parler également, mais de leur rôle dans le jeu. Effectivement, ça permettrait au gouvernement d'avoir un peu d'air. Ça, incontestablement, c'est une avancée par rapport à ce qu'on a vécu depuis le résultat des élections législatives. Après, force est de constater que cette avancée, au vu de l'énormité du travail qui reste à faire, elle donne quand même l'impression de faire du surplace. Le président Macron a dit qu'il annonçait une nouvelle méthode. En réalité, on en est exactement à la même méthode qu'au mois de juillet, quand il a demandé aux partis de se mettre d'accord sur un accord du gouvernement. Alors, il n'y aura pas d'accord de gouvernement. D'ailleurs, c'était sans doute un des échecs, une des erreurs, péché originel du gouvernement Barnier. C'est-à-dire que jamais les macronistes et les républicains ne se sont mis d'accord sur 3, 5, 10 points ensemble. Il n'y a jamais eu de programme. Non, on a vu les divergences. On a vu les divergences. Publiques, d'ailleurs. Donc là, incontestablement, il n'y aura pas d'accord de gouvernement. Et ce qui est positif, c'est qu'on revient à un accord un peu plus, un objectif un peu plus raisonnable, on va dire, c'est-à-dire un accord de non-censure. Vous imaginez un pacte de non-censure. Vous imaginez quand même au point où on en est, c'est-à-dire pas de contrat de gouvernement, mais surtout ne nous censurez pas. Surtout ne nous censurez pas. Le problème, c'est que on le voit, et toute cette discussion le montre, comment se mettre d'accord sur non pas un programme de gouvernement, un accord de non-censure quand vous avez de telles divergences. Un responsable socialiste me disait il y a quelques jours que vous savez, on a beaucoup parlé de la fameuse phrase de Mélenchon, tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire. Et il me disait qu'en réalité, ce sont les députés macronistes qui, pour leur part, sont sur tout le programme et rien que le programme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en réalité... On ne peut pas remettre en cause on le a bilan, parlé, la politique de l'offre. Voilà, les fameux macronomics, comme on dit à l'Élysée, c'est-à-dire la politique de l'offre, l'aide aux entreprises, la réforme des retraites. Je ne crois pas. Il y a même eu un petit bouger d'Olivier Faure sur la réforme des retraites en disant bon, on n'abroge pas, mais on peut examiner. Vraiment, c'est le Parti socialiste qui bouge le plus. Non, pour l'instant, attendez. C'était les bouger partagés avec les communistes et les écologistes. D'accord, mais pardon, excusez-moi Marine Tondelier, puisqu'on on parle de la gauche. Olivier Faure a, lui, véritablement fait un bouger. Il me semble qu'il y a quand même un peu d'eau dans le gaz avec les Insoumis. Il explique, un responsable du Parti socialiste, je crois que c'est Pierre Joubert, qui explique qu'aujourd'hui Pierre Jouvet, est en train de fracasser, que Mélenchon est en train de fracasser les Insoumis. Là, le NFP, on sent que vous êtes quand même un petit peu encore partagé. Parce que j'ai pris une promesse devant des électeurs. Oui, le Parti socialiste estime que c'est pas toujours simple les séparations. Mais chacun est à sa place, chacun est dans son rôle. Mais il estime que le Parti socialiste, si je peux juste terminer, parce que c'est quand même très compliqué, le Parti
Parti socialiste, lui, estime qu'il faut effectivement se détacher des insoumis pour parvenir à un rapprochement. Mais encore une fois, un bouger, oui, mais on est extrêmement loin d'un accord. Je rappelle que Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a dit qu'il fallait trouver très très vite une solution parce qu'il y a l'urgence budgétaire, il y a l'urgence politique, il y a l'urgence financière avec les marchés qui nous regardent et le prix de la dette qui explose. Donc voilà, je suis désolé, je casse un peu l'ambiance qui est déjà assez déplorable, mais on est loin du compte, même si Macron arrive, comme il l'a promis, à dégainer un Premier ministre d'ici 40 ans. En attendant, les choses bougent quand même pour un bon nombre de Français à cause de cette censure. C'est ce qu'on va voir maintenant avec François Gapien. Et quand je dis que les choses bougent, François, ce de manière très concrète. Absolument, et pas forcément positive. Vous qui nous regardez, peut-être faites-vous partie des quelques 5 600 000 bénéficiaires de titres restaurants qui, depuis 2022 et le Covid, servent bien souvent ailleurs qu'au restaurant, en l'occurrence à la caisse des supermarchés, puisque depuis 2 ans, à quelques exceptions près, on peut payer en titre restaurant tout ce qui se mange en supermarché. Et dernièrement, l'Assemblée nationale avait voté la prolongation de cette règle pour 2 ans. Elle aurait dû être validée cette semaine par le Sénat, sauf qu'entre-temps, il y a donc eu la censure, le renversement du gouvernement qui suspend l'examen des textes budgétaires. Par conséquent, au moins temporairement, le dispositif est remis en cause et dès le 1er janvier, dans 3 semaines donc, retour à la règle de base, si je puis dire, à savoir seuls les produits directement consommables, plats et salades préparés, sandwichs, etc., pourront être payés en titre restaurant. Exit donc les produits bruts, type féculents, fruits et légumes, viande ou encore poissons. Autre exemple de retour en arrière préjudiciable pour des millions de salariés français, le remboursement des frais de transport jusqu'à 75%, mesure d'incitation fiscale vis-à-vis des entreprises, ainsi exonérées de cotisations sociales et d'impôts, mesure mise en place initialement en 2022. Elle concerne notamment le pass Navigo, qui au passage va encore augmenter le 1er janvier, 88,80 € le mois. Le projet de loi de finances 2025, invalidé par la censure, la mesure, l'extension du remboursement jusqu'à 75%, ne pourra donc pas être prolongée. Les frais de transport, dont le pass Navigo, donc, ne seront plus remboursés qu'à 50% par l'employeur, comme c'était le cas avant 2022. Voilà ce qu'il y a. Vous ne dites pas que les retraites vont augmenter de 2,2% au 1er janvier. Ça, c'est vrai, avec cette censure, c'est ce que Marine Le Pen et notre groupe avons défendu. Et on a mis comme ligne rouge, on nous faisait passer pour des exigeants de première composition et comme des riches. Mais finalement, vous voyez, grâce à nous, les retraités ne verront pas leur retraite, leur pension rabotée le 1er janvier. C'est un oubli de votre part, j'imagine, mais j'étais là pour le rattraper. Amandine Attal, il y a 48 heures. C'est le nouveau délai que s'accorde Emmanuel Macron pour trouver un Premier ministre. Vous faites la moue parce qu'effectivement, on se souvient... C'est souvent accordé des délais. On se souvient que la semaine dernière, c'était quasiment 24 heures. On pouvait même peut-être s'attendre dès jeudi dernier à avoir un Premier ministre. Donc soyons prudents, mais il y a quand même urgence, comme l'a rappelé David. Donc là, quels sont les noms? Est-ce qu'il y a de nouveaux noms à l'issue de cette réunion où on est toujours autour du même casting? Est-ce que d'ailleurs François Bayrou, par exemple, est toujours évoqué? Oui, François Bayrou est toujours évoqué. Il n'y a pas de nouveaux noms à l'issue de cette réunion. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas fait part de ses pensées intimes à ce sujet. Les noms qui sont évoqués, il y en a 2 particulièrement. D'abord, celui de François Bayrou, qui s'est même vu, à vrai dire, la semaine dernière, Premier ministre dès lundi passé, pensant que c'était quasiment acquis avec le président, parce que François Bayrou aurait la qualité de pouvoir rassembler à droite, de garder une forme de tolérance de la gauche et donc de ne pas faire une exacte copie de ce qu'a fait Michel Barnier avec la dépendance du Rassemblement national, tout en étant validé par le Rassemblement national. L'autre nom, c'est celui de Catherine Vautrin, qui est remontée ces derniers jours, actuelle ministre, donc à la fois macroniste et en même temps venant de la droite. Auquel cas, ça ressemblerait beaucoup à ce qu'a fait Michel Barnier auparavant. Oui. Et contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant cette réunion, disant ne pas vouloir dépendre du Rassemblement national, il dépendrait de fait du Rassemblement national. Donc, mais la seule façon de ne pas dépendre du Rassemblement national, c'est de nommer quelqu'un de gauche. Enfin, pardon, excusez-moi de... en fait, merci. Ça paraît assez de bon sens. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mais c'est ça. En fait, c'est pas la peine de se faire des... Macron fait pas des cauchemars, parce qu'à force de parler de nous sans nous inviter et en nous considérant
considérant comme des pestiférés. J'espère pour lui qu'il n'irait pas nous la nuit. Parce que... Avec Michel Barnier, vous n'étiez pas considéré comme des pestiférés parce qu'on vous a quasiment demandé votre accord. Juste, Monsieur Truchot, vous trouvez quand même normal, c'est fondamental pour moi. Vous l'avez soutenu, Michel Barnier, puis après vous l'avez censuré. Contrairement à mes collègues qui sont habitués du système politique. Je vous dis simplement, vous trouvez quand même normal qu'on soit respecté quand on représente 11 millions d'électeurs et qu'on a fait le plus. Vous l'avez été avec Michel Barnier. Mais on l'a été très tardivement. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement. Même au début, parce que vous l'avez pas. Dès le début, dès sa nomination, vous n'avez pas censuré. Notre but, c'est pas qu'on nous fasse des numéros de claquettes pour nous faire plaisir. Notre but, c'est de défendre le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Le budget allait augmenter de plus de 40 milliards de taxes et d'impôts. Mais la dernière concession, la matérielle, elle dépendait de quand? Elle était du lundi, avant la présentation des définitive des médicaments. Alors attendez, vous voulez pas augmenter les impôts, mais vous voulez augmenter les dépenses. Je ne comprends pas comment vous faites. Mais comme vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, j'imagine que vous avez raté des épisodes où Jean-Philippe Tanguy... Vous non plus, vous n'y êtes pas. Moi, j'y suis pas, mais j'ai au moins l'humilité d'écouter et de voir ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes un peu populiste parce que vous n'arrêtez pas d'expliquer aux gens on va bloquer ça, on va bloquer ça, on va bloquer ça, et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Vous mentez aux gens. Pas du tout. On avait proposé 10 mesures, contrairement à vous, on sait faire des concessions lorsqu'on fait un débat. Vous voulez tout. Nous, on souhaite aussi des compromis. Et on avait un excédent d'1,7 milliard. Donc, vous dites que vous êtes respectueuse, mais vous êtes condescendant et méprisant vis-à-vis des électeurs qu'on représente. Gagner une élection législative, ça vous fera du bien. Vous avez déjà dit la même phrase 4 fois, donc changez de oui, mais madame, c'est pas parce que Mathieu Vallet, merci. Amandine Atalaya, ce que l'on sait aussi, c'est que lorsque ce Premier ministre. Merci, M. Truchot, donc vous venez au secours dans un tour de lieu parce que. Non, je vais pas au secours, c'est que chacun puisse parler, c'est notre rôle. C'est juste pour que Amandine Atalaya puisse finir son raisonnement, d'autant que Emmanuel Macron, le chef de l'État, a dit promise dans les 48 heures. Et du côté de l'Élysée, on dit qu'il discutera avant de former son gouvernement, discutera du fond. Voilà. Oui, mais c'est une drôle de méthode en effet, parce qu'en fait, le futur Premier ministre est chargé de régler tous les problèmes en suspens qui n'ont pas pu être réglés aujourd'hui. Donc, je pense surtout que sa couleur politique donnera déjà une indication. Mais oui, complètement, et suffisamment lucide pour savoir que le travail de fond ne sera pas différent de celui réellement qu'a pu faire Michel Barnier jusque-là. Alors, il y a une méthode qui peut être différente. Des leçons vont être tirées de la façon dont les négociations avec le Rassemblement national se sont tenues. Mais en fait, si on tire des leçons et que le Rassemblement national est à nouveau celui qui tire les rênes, les leçons, c'est qu'en fait, il va falloir négocier encore plus tôt et plus vite avec le Rassemblement national. Donc, je ne suis pas sûre que ça fasse les affaires d'Emmanuel Macron. Avant très intéressant, c'est deux options, parce qu'en réalité, la seconde que vous évoquiez, Amandine, c'est Madame Vautrin. En fait, c'est un peu comme dans la chanson de Francis Cabrel, c'est toujours le même film qui passe. Effectivement, le gouvernement plutôt orienté à droite avec... Madame Vautrin qui a été évoquée en 2022. Absolument. Avant que Madame Borne soit nommée. Qui avait été quasiment nommée et qui avait été dénommée parce que l'aile gauche de la Macronie, grosso modo, s'était émue de ses prises de position sociétales. Donc, effectivement, Madame Vautrin, on remet 100 balles dans la machine, si vous me permettez l'expression, avec Madame Le Pen qui est prête à baisser le pouce, comme on l'a vu sur cette fameuse photo, un peu à la façon des empereurs romains et des gladiateurs. On n'est plus au cirque. Un petit peu, pardon, quand on voit comment ça se passe à l'Assemblée nationale, et pardonnez-moi, messieurs et mesdames, sur ce plateau, on est un petit peu quand même au cirque. Et donc, première option, j'y reviens, c'est François Bayrou. Là, on évolue un petit peu, mais j'en reviens à mon point. Monsieur Bayrou, certes, il peut avoir la clémence du RN, il peut s'entendre aller favorablement avec la gauche. Mais pourquoi faire? Pareil que du côté des LR, on n'en veut pas de François Bayrou. Je ne sais pas, il faudra poser la question à monsieur Pascal, mais c'est quand même... La vraie question, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire, monsieur Bayrou? Monsieur Bayrou, en réalité, que va-t-il faire sur le budget? Que va-t-il décider sur la loi immigration? Je veux dire, il pourra peut-être promettre de ne pas faire de 49.3, il pourra peut-être s'attirer la clémence des socialistes de ce point de vue-là, mais pourquoi faire sur leur fond? On en revient au même point, c'est-à-dire que cette Assemblée est totalement bloquée, le système est totalement bloqué, et il n'y a pas d'accord sur le fond. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas... J'écoutais un professeur de droit public qui disait, mais de toute façon, on a changé d'époque, désormais il n'y a plus de majorité, il faut prendre le risque de la censure. Il faut nommer, et puis si ça tient 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. C'est le retour à la 4e République. Mais la 4e République, il y avait 3 blocs. Il y avait les communistes avec qui personne ne voulait gouverner, il y avait les gaullistes, et puis il y avait le centre, déjà à l'époque. Et un petit peu les radicaux qui existaient encore. Les radicaux de gauche et ceux de droite, et ils gouvernaient ensemble en général, et puis ça tombait au bout de 3 mois. Est-ce qu'il ne faut pas passer à ce nouveau mode de fonctionnement? Certainement. C'est pas la 5e République, je suis désolé, M. Pascal. Un pays comme la France a besoin de stabilité. Moi, je suis gaulliste, je suis attaché à nos institutions, et la stabilité de ces institutions. Enfin, je ne peux pas me résigner à voir un gouvernement qui tombe tous les 2. Mais jusqu'à présent, on avait des majorités claires. Ou 3 mois. Alors après, vous nous dites un Premier ministre. Alors François Bayrou, en ce qui me concerne, certainement pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a trahi X fois. Et il a quand même, notamment
en 2012 soutenu François Hollande, de soutenir Nicolas Sarkozy, et quand on a vu ça passe pas. Non, parce que quand on voit le résultat ça fait 12 ans, après 5 ans, Monsieur Fasquelle. Quand on voit le résultat 5 ans de François Hollande, dans quel pays s'est trouvé, franchement, on ne peut pas lui dire merci. Mais par ailleurs, tout à l'heure, vous avez eu un moment, vous avez dit, mais on nomme un Premier ministre de gauche et ça va régler le problème. Non, ça permet de moins dépendre du RN. Non, ça ne règle absolument pas. Ça ne règle absolument pas le problème. Ce qu'il faut surtout, c'est un Premier ministre qui s'assure de la neutralité d'une majorité absolue à l'Assemblée, et je me répète, pardon, mais qui va de LR, évidemment, jusqu'aux socialistes. Comme principe, et c'est les socialistes qui... De vouloir la neutralité de l'opposition, enfin, quelque chose que je ne comprends pas. C'est pas la neutralité de l'opposition. Si. Mais non, mais c'est l'opposition. Depuis le début, ce sont les socialistes qui ont la clé. Si les socialistes votent avec le RN et les filles, la censure, le gouvernement tombe. Si les socialistes évoluent, et j'ai tendu l'oreille cet après-midi... Oui, Olivier Faure Olivier Faure fait des pas. Jusqu'où c'est là où je vous dis il y a encore une certaine ambiguïté. Il faut qu'il marque véritablement sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Si effectivement Olivier Faure qui sera d'ailleurs qu'il marque sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon et qu'il accepte de participer à ce bloc qui pourrait assurer la non-censure d'un gouvernement. Et là, ce gouvernement pourrait commencer à travailler, un Premier ministre, composer une équipe, aller chercher des points de compromis. Mais c'est seulement à cette condition, et à cette condition seulement, que demain on pourra avancer et éviter cette instabilité institutionnelle dont nous ne voulons pas. Et les Républicains participeront à la stabilité du pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bruno Retailleau. Par exemple, vous souhaitez que des ministres de droite qu'on a vus depuis 3 mois restent comme Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dans ce gouvernement ? Bien sûr. Les ministres qui ont fait du bon travail. Mais attendez, quand on regarde... Mais regardez l'opinion publique. L'opinion publique a salué le travail de Bruno Retailleau. Les agriculteurs ont salué le travail d'Annie Genevard. Pourquoi demain se débarrasser de ces ministres qui ont bien travaillé, qui sont salués par les professionnels et par l'opinion publique. Voilà. Pour tout aille mieux, il faut garder les mêmes et recommencer pareil. C'est la continuation. Et en plus, moi, ce qui m'a choqué avec le gouvernement de Michel Barnier, c'est que il a mis 51 jours à être nommé. Il a mis 3 semaines à composer son gouvernement. Et le lendemain de la composition du gouvernement, on se dit bon bah enfin ils vont faire des trucs, on va comprendre quoi bientôt. Et ben on se rend compte que dans la part presse interposée, les partis qui étaient censés soutenir discutaient comme ça en public de est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou pas. C'est pas sérieux en fait. Il faut quand même se mettre d'accord sur pourquoi faire. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est ça qu'on propose. C'est la question du qui vous est beaucoup posée aussi par les présentateurs et sur tous les plateaux. Et on entend, les gens ils veulent un non, mais plus que la question du non, le sujet c'est pourquoi faire, c'est la ligne politique. Et les Françaises et les Français, quand Emmanuel Macron leur a demandé le 9 juin dernier, et personne ne lui avait demandé de faire ça, oui ou non, voulez-vous une alternance ? Ils ont répondu oui. Et donc nous, ce qu'on est intervenu aussi pour dire, ce que vous voyez... On finit par parler peu des Français dans ce genre de débat. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit quelle alternance. Attention, j'allais parler des Français. Vous me coupez. Donc je vais quand même parler des Français. Les Français n'ont pas dit quelle alternance ils voulaient, clairement. Personne n'a gagné. Les Français n'ont pas été clairs. Les Français, ils ont envie que ça change. Et donc, mais ils n'ont pas non plus envie du programme de la LFI. Mais depuis tout à l'heure, on les écoute. Vous ne voulez plus écouter. Ça fait 20 minutes qu'on vous écoute. Les Français, ils veulent des signaux. Mais vous me dites ce que vous voulez, mais en fait, ça fait 20 minutes qu'on vous écoute patiemment, en fait. Non, c'est pas vrai. Elle va terminer. Chacun s'écoute. Alors, je sais que c'est un peu ressenti pour vous des paroles. Si vous savez précisément ce que les Français souhaitent, ça va nous aider. Donc, les Français, ils ont besoin de signaux quand ils vont voir qui va être Premier ministre, l'équipe. Si c'est donc, ils ne veulent pas un macroniste. Ils veulent des signaux de changement. Ils ne veulent pas un macroniste. Pourquoi on s'accroche sur la question des retraites ? Parce que si on dit sur les retraites abrogation, les Français vont dire on n'a pas fait tout ça pour rien. On n'a pas manifesté pour rien. On n'a pas suivi ces débats parlementaires pour rien. On n'a pas signé ces pétitions pour rien. RN, et les bulletins de vote, ils servent encore à quelque chose dans ce pays. Parce que la défiance politique, elle est nourrie par le fait que les gens, ils votent des trucs et ne voient pas ce qui se passe derrière. Ils ont demandé un changement, il faut leur donner. C'est ça la démocratie. Donc vous êtes prêt à voter avec le RN pour remettre en cause la réforme des retraites. Vous êtes obsédé que par les filles. Non, mais c'est pas faux. Moi, je suis obsédé par les Français. C'est pas faux, vous avez besoin du RN. Et on vit dans le même département, Monsieur Fasquelle, on vit dans le même département où le nombre de députés non RN se compte sur les doigts de la main, c'est 2 sur 14. Et vous savez aussi. Et vous avez été battu par un député RN, et dans ma circonscription, ça n'est pas un député RN. Vous avez un problème avec les démocraties, ça se voit. Vous avez failli. Non, mais on a dit RN, pas de Calais, c'est réveillé, il va nous faire Civriwa dans 2 ans. Elle est surreprésentée ce soir. Vous savez comme moi que les Français, ils dévisent socialement en ce moment. Et ils votent RN. Et qu'ils finissent par voter RN en disant on ne sait plus à quel sens se vouer, c'est les seuls qu'on n'a pas essayé. Est-ce que les Français ont salué ou non le travail de Bruno Retailleau ? Oui, mais attendez, madame,
vous avez un sens de la démocratie qui est quand même Est-ce que les agriculteurs ont salué ou non le travail de Denis Genevard? Oui. Les Français veulent un certain nombre de choses. Les Français veulent un certain nombre de choses, mais quand ils votent RN, il faut exclure. D'ailleurs, tous ici, c'est assez marrant. Vous voulez tous discuter, mais à géométrie variable. Monsieur, je suis élu dans le Rassemblement National. Je siège dans l'opposition depuis 10 ans. Je suis aux commémorations, je suis au kermesse, je suis... Donc ne me faites pas ce reproche-là. Comme ce Marshall, la politique du Rassemblement National fonctionne dans la ville de Peut-être que je peux vous expliquer que... c'est un meeting de Marine Tondelier. Je peux vous expliquer que quand on fait le Front républicain... Oui, mais le Front républicain, ça ne vaut pas adhésion. Le Front républicain ne vaut pas adhésion. Celles et ceux... Même à l'Assemblée, puisque je suis interpellée. Celles et ceux qui disent aujourd'hui... J'ai noté le président de la République... Il a dit très clairement qu'il fallait plus être dans la main du Rassemblement national. Il l'a dit. Eh ben, s'il veut plus ça s'appelle le barrage républicain, mais s'il veut pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, alors il faut changer de cap politique. Je suis désolée de vous le dire, et je pense que tous vos téléspectateurs l'ont bien compris. Prisca Thévenot, est-ce que le bloc central que vous représentez peut finalement, en quelque sorte, s'effacer et laisser finalement, peut-être à la gauche, on a essayé la droite avec Michel Barnier, à la gauche, de prendre la main? Écoutez, on ne va pas demander à une famille politique qui représente quand même un certain nombre, plus de 90 députés à l'Assemblée nationale, de plus venir, de plus parler, de plus afficher une ligne politique. Ça n'existe pas. Personne et pour le coup, ça. Je vais juste finir ma phrase. Non mais vraiment, sérieusement. S'il vous plaît. En même temps, Tondelier, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible, je vous le dis franchement. C'est très désagréable. Non, vous avez entendu. Allez, vous terminez. Il reste une minute. Les éléments de langage. Non, on déblatère, c'est ça. Non, soyez pas méfiants. Soyez pas méfiants. Madame Tondelier, soyez polis. C'est pas parce qu'on pense pas comme vous. Soyez pas méprisants. À un moment, ça suffit. Ne soyez pas méprisants. Non, mais à un moment, je veux bien qu'on puisse débattre, mais on peut se respecter aussi. Je vous respecte, mais ne mentez pas. C'est-à-dire que vous avez voté ensemble pour les mêmes candidats. Et on vous parle pas. Et on vous parle pas. Prisca Thévenot. Bah oui, j'ai bien compris, mais je suis pas un pestiféré. Taisez-vous, monsieur Valère. On laisse Prisca Thévenot. C'est fini. Non, mais c'est pénible à chaque fois d'être considéré comme un pouilleux. On revient. Non, vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes comme une enseigne, vous radotez. C'est quand même dingue. Vous deux, vous ne laissez pas Prisca Thévenot terminer. C'est quand même extraordinaire. Donc elle va terminer sa phrase. Il s'était marié, maintenant il divorce. Pardon d'être le témoin d'un divorce. Prisca Thévenot. Ouais, c'est bon. Vous avez écouté. Allez-y. Allez-y, parce qu'il va falloir retourner à l'Élysée. Oui, il va falloir. Non, ce que je dis, c'est que l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire effectivement, autour des forces politiques qui ont été réunies par le président de la République à l'Élysée, de pouvoir trouver des sujets sur lesquels on va avancer. Texte par texte, sujet par sujet. Sinon, forcément, la discussion va faire ce qui s'est passé depuis, je pense que 30 minutes en plateau. On va s'envoyer des anathèmes, on va se faire des bons petits mots pour faire des petites capsules pour aller sur les réseaux sociaux et ça va nous faire plaisir. Ou alors, on va se dire quelles sont les lignes rouges au regard d'enjeux qu'on a pu vivre par le passé. Donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est bien évidemment d'avoir un budget. Visiblement, ça intéresse peu certaines personnes autour du plateau, mais c'est important, aussi, notamment pour les forces de l'ordre, pour les gendarmeries, pour le pouvoir d'achat des Français. Banco, on est d'accord. Encore une fois. Sur ça. C'est terminé, monsieur Vallet. Voilà. Se faire finir la parole par le Rassemblement national, je m'y attendais pas. C'est pas une tare, vous inquiétez pas, on peut faire des propositions. Merci à tous. L'édition spéciale va continuer sur BFM TV dans un instant avec Éric Brunet, Alice Darfeuille, avec nos invités bien sûr, mais on va retourner aux abords de l'Élysée, retrouver Léopold Audebert en direct pour BFM TV parce que l'information du jour, hormis la réunion avec les différents représentants politiques hors RFI, hors LFI et Rassemblement National, c'est qu'il y aura normalement un Premier ministre dans les 48 heures. Oui, alors normalement on va rester prudent parce qu'évidemment avec Emmanuel Macron, vous l'avez compris depuis plusieurs jours maintenant, il faut faire attention à tout. On n'est pas à l'abri évidemment que les choses se passent autrement, mais c'est vrai que quand même la forme assez solennelle, et Marine Tondelier qui était en plateau avec vous l'a pu le constater puisqu'il l'a affirmé devant les participants de cette réunion et donc tous les partis politiques confondus, Emmanuel Macron, qu'il y aurait bien un successeur pour Michel Barnier dans les 48 heures. Ça nous emmène donc jusqu'à jeudi soir à peu près pour le chef de l'État. D'autres messages qui ont été aussi de manière importante martelée par le chef de l'État. D'abord, le fait qu'il n'y aurait pas, en tout cas il ne le souhaite pas, Emmanuel Macron, de nouvelles dissolutions jusqu'en 2027. Et vous savez que beaucoup de forces d'opposition demandent aujourd'hui qu'il y ait une dissolution dès que possible. C'est-à-dire pas avant juillet, mais en tout cas rapidement. Emmanuel Macron, il ne semble pas vouloir ça, je cite, au nom de la stabilité pour un membre de son entourage. Autre chose importante qu'on peut vous dire, c'est sur la méthode. La méthode, quelle serait-elle? On aurait donc un nouveau Premier ministre d'ici jeudi soir.
Ensuite, il y aurait un travail qui serait mené par ce Premier ministre de plateforme de fond, nous dit-on, c'est-à-dire des réunions pour définir ensemble une méthode de travail sur le fond cette fois-ci. Quel point plus qu'un autre, quelle ligne rouge vraiment infranchissable il pourrait y avoir. Et puis ensuite, après ce travail et donc cette mise au point sur le fond, il y aurait la nomination du gouvernement. Donc vous voyez, c'est une fusée à plusieurs étages. Premier ministre, puis avec ce Premier ministre, travail de fond en commun pour trouver une sorte de programme à minima, et ensuite la nomination du gouvernement. Il y a vraiment une volonté de ne pas faire du casting gouvernemental une sorte de prérogative. Voilà pour les quelques informations qu'on peut vous apporter ce soir, avec également cette idée de pacte de non-censure qui est revenu, en tout cas de la part du chef de l'État, la volonté que les forces politiques se mettent d'accord avec une priorité, faire en sorte que le Rassemblement national ne tire pas les ficelles. Et Emmanuel Macron l'a répété, Benjamin, puisque je vous passe la main, il y avait une sorte d'unanimité autour de la table, selon lui, pour que le Rassemblement national, plus que jamais, ne puisse pas être le maître du jeu pour la suite de ce quinquennat.